Paris, 1974. Serge Gainsbourg n'était pas le genre d'homme à arriver tôt. Il arrivait quand il voulait, fumait où il voulait, et disait ce qu'il pensait sans s'excuser. Mais ce matin-là, il était assis à une table du café Le Select, boulevard du Montparnasse, avec son premier espresso à peine entamé, quand quelque chose attira son attention. Un jeune homme était assis seul à la table du fond. Pas de café, pas de journal, juste les mains à plat sur la table, les yeux fixés sur rien du tout. Il avait peut-être 22, 23 ans. Une veste trop grande pour lui, une chemise froissée. L'air de quelqu'un qui n'a pas dormi, mais pas parce qu'il faisait la fête. Gainsbourg l'observa un moment, puis se retourna vers son café. Pas son problème. Il avait suffisamment de problèmes à lui. Un album en cours d'enregistrement, une interview à 14 heures, une dispute non résolue avec son directeur artistique chez Philips, et Jane qui l'attendait avec une patience qu'il ne méritait probablement pas. Le garçon ne bougea pas pendant 20 minutes. Ce n'est pas normal, pensa Gainsbourg. Même les gens tristes commandent quelque chose. Il fit signe au serveur, commanda un deuxième café et dit, en indiquant la table du fond d'un geste discret, d'emporter un aussi au jeune homme. Le serveur hocha la tête. Gainsbourg ralluma sa cigarette et ouvrit son journal. 3 minutes plus tard, le jeune homme était debout à côté de sa table. « Merci pour le café », dit-il. Sa voix était ferme, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. « Je ne voulais pas de charité, mais merci quand même. » Gainsbourg leva les yeux. Ce n'était pas de la charité. J'avais besoin de quelqu'un qui ait l'air encore plus misérable que moi pour me sentir mieux. « Asseyez-vous » Le jeune homme hésita, puis s'assit. Il s'appelait Luc Verlaine. Pas de lien avec le poète, précisa-t-il immédiatement, comme si on lui avait déjà posé la question 100 fois. Il venait de Lyon, arrivé à Paris 18 mois plus tôt, avec une guitare, une valise et une démo enregistrée dans le studio d'un ami. 4 chansons. Il avait mis 2 ans à les écrire. Gainsbourg écouta sans interrompre, ce qui n'était pas son habitude. Luc avait réussi à obtenir un rendez-vous chez Polydor, grâce à un ami d'un ami. Un petit miracle, en soi. L'attaché de presse l'avait reçu, avait écouté la démo, avait hoché la tête plusieurs fois, avait dit les mots que tout jeune artiste meurt d'entendre. Il y a quelque chose ici. Laissez-moi faire circuler ça. 3 semaines passèrent, puis 6. Luc rappelait tous les 10 jours. On lui disait que la personne concernée était en réunion, en déplacement, indisponible. On lui disait qu'on le rappellerait. On ne rappelait pas. Au bout de 4 mois, il obtint enfin une réponse directe, pas de la personne qu'il avait rencontrée, mais d'un assistant qui lui lut une phrase préparée. Après examen approfondi, la direction artistique a décidé de ne pas donner suite à ce projet. Luc demanda pourquoi. L'assistant raccrocha. Ce n'était pas tout. Gainsbourg, qui connaissait le monde des maisons de disques mieux que quiconque, sentit que l'histoire n'était pas finie. Il alluma une nouvelle cigarette et dit « Continuez ». Luc continua. Après le refus de Polydor, il avait essayé d'autres maisons. Barclay, CBS France, un petit label indépendant à Pigalle dont il avait trouvé l'adresse dans un magazine. Partout, la même chose. Des sourires polis, des promesses vagues, des silences qui s'étiraient jusqu'à ce qu'il comprenne tout seul. Sauf que la dernière fois, ce n'était pas un silence. La dernière fois, le directeur artistique d'un label dont Gainsbourg connaissait très bien le nom, lui avait dit quelque chose de précis. « On m'a dit que vous aviez déjà approché Polydor et qu'il vous avait retourné votre démo en la qualifiant de matériel sans potentiel commercial. C'est noté dans le milieu. Vous comprenez que ça complique les choses. » Luc avait regardé cet homme. Il n'avait jamais reçu sa démo en retour. Polydor ne lui avait jamais rien renvoyé, ni la cassette, ni une lettre, et personne ne lui avait dit quoi que ce soit sur une quelconque évaluation. Quelqu'un avait dit quelque chose, et ce quelque chose avait voyagé. Gainsbourg posa sa cigarette dans le cendrier et resta un moment sans parler. « Vous avez encore la démo ?» demanda-t-il. « J'en ai une copie, » dit Luc. L'original était chez Polydor. « Donnez-moi la copie. » Luc le regarda. « Vous êtes sérieux ? Je pose rarement des questions pour passer le temps, » dit Gainsbourg. Il tendit la main. Voilà comment Gainsbourg se retrouva ce soir-là assis à son piano, chez lui rue de Verneuil, avec une cassette qu'il avait glissée dans le magnétophone posé sur le couvercle fermé de l'instrument. Jane lisait sur le canapé. Il lui dit qu'il avait besoin d'écouter quelque chose. Elle ne demanda pas quoi. Elle connaissait ce ton. Il écouta les 4 chansons 2 fois. Puis il se leva, alla dans la cuisine, revint avec un verre, se rassit et les écouta une 3e fois. Ce n'était pas parfait. La voix de Luc avait une fragilité que certains auraient appelée un défaut. La production était rudimentaire, enregistrée en 8 pistes dans une pièce qui sonnait comme une salle de bain. 2 des 4 chansons avaient eu des structures légèrement bancales, des ponts qui n'allaient lui pas tout à fait où ils auraient beau dû.
Mais la troisième chanson. Gainsbourg rembobina la cassette jusqu'à la troisième chanson et l'écouta encore. Puis, encore. Il y avait quelque chose là-dedans qu'on ne pouvait pas fabriquer. Une façon de poser une phrase sur une mélodie qui faisait que les mots atterrissaient autrement qu'on ne s'y attendait. C'était le genre de choses que Gainsbourg reconnaissait immédiatement parce que c'était le genre de choses qu'il faisait lui-même. Jane baissa son livre. « Tu l'as écouté 6 fois. »« 7, dit-il. Il se leva et alla chercher son carnet d'adresses. Le lendemain matin, Gainsbourg appela un homme qui s'appelait Michel Bastien. Bastien était directeur artistique chez Polydor depuis 11 ans. Pas un ami, mais quelqu'un avec qui Gainsbourg avait travaillé, quelqu'un à qui il avait rendu service une fois d'une façon que Bastien n'avait pas oubliée. Il lui demanda de se souvenir d'un jeune homme nommé Luc Verlaine, qui avait déposé une démo 18 mois plus tôt. Un silence. Bastien dit qu'il ne se souvenait pas personnellement du dossier. Gainsbourg dit que ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est qu'un de ses collaborateurs avait apparemment décrit la démo de ce garçon comme étant sans potentiel commercial, et que cette description avait circulé dans le milieu au point de fermer plusieurs portes. Bastien commença à dire quelque chose sur les procédures internes. Gainsbourg l'interrompit. « Je ne t'appelle pas pour une explication, Michel. Je t'appelle pour te dire que j'ai écouté cette démo hier soir. Et je t'appelle pour te demander comment le nom de ce garçon s'est retrouvé sali dans un milieu où il n'a encore rien fait. » Un autre silence. Plus long. « Je vais me renseigner, » dit Bastien. « Fais ça, » dit Gainsbourg, et il raccrocha. Ce qui s'était passé, Gainsbourg le comprit dans les jours suivants par 2 appels différents. L'attaché de presse qui avait reçu Luc avait effectivement aimé la démo. Il l'avait fait remonter à son supérieur avec une note positive. Son supérieur, un homme pressé qui avait sur son bureau ce jour-là une vingtaine de dossiers similaires, l'avait écouté en diagonale pendant 4 minutes, avait décidé que ce n'était pas une priorité, et en parlant à un collègue d'un autre label lors d'un dîner, avait mentionné le nom de Luc Verlaine avec une formule approximative et définitive. Pas le niveau, ça ne passera pas. Ce collègue en avait parlé à un autre. La formule avait voyagé. Elle avait perdu ses nuances en chemin. Comme toutes les formules. Elle était arrivée aux oreilles des directeurs artistiques que Luc avait ensuite approchés sous une forme encore plus tranchée. Personne n'avait eu l'intention de détruire quoi que ce soit. Personne n'avait pris de décision consciente. C'est ça qui était le plus difficile à expliquer et peut-être le plus difficile à réparer. Gainsbourg convoqua, ce mot était excessif mais c'était l'effet que ça faisait. Une réunion informelle dans son studio d'enregistrement habituel, rue des Dames, dans le 17e. Il invita Bastien et 2 autres personnes du milieu dont il connaissait les réseaux. Il invita également son propre directeur artistique chez Philips, un homme nommé Renaud Cross, qui lui devait plusieurs faveurs et qui le savait. Il fit venir Luc aussi. Il lui dit simplement d'apporter sa guitare. Luc arriva avec sa guitare, et l'air de quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais qui a décidé de faire confiance quand même. Gainsbourg lui serra la main sans cérémonie, et lui dit de s'asseoir dans le coin avec l'ingénieur du son. Ce qui se passa ensuite ne ressemblait pas à une réunion. Gainsbourg fit jouer la 3e chanson de la démo sur les enceintes du studio. Pas en fond sonore, à volume normal, comme si c'était une séance d'écoute sérieuse. Personne ne parla pendant les 3 minutes 40 que durait la chanson. Gainsbourg ne parla pas non plus. Il resta debout contre le mur du fond, les bras croisés, la cigarette au coin des lèvres. Quand la chanson se termina, il y eut un silence. Puis il dit « Je veux que vous l'entendiez lui jouer ça en direct. » Luc traversa la pièce avec sa guitare, s'assit sur le tabouret que l'ingénieur du son avait placé devant le micro, et joua la chanson. Juste la voix et la guitare. Aucune production, aucun arrangement, juste ce qu'il y avait au départ. Gainsbourg regarda les visages dans la salle pendant que Luc jouait. Il vit ce qu'il voulait voir. Après que Luc eut terminé et que Gainsbourg lui eut dit de les laisser parler, la conversation fut directe. Gainsbourg n'était pas un homme de discours. Il dit ce qui s'était passé. Il dit comment un commentaire de dîner avait fermé des portes à un garçon qui n'avait encore rien prouvé, ni dans un sens ni dans l'autre. Il dit qu'il ne demandait à personne de signer quoi que ce soit ce soir. Il demandait à des gens qui avaient à haut du poids dans ce milieu d'entendre quelque chose de vrai et de se souvenir qu'ils l'avaient entendu. Bastien dit que Polydor serait prêt à réécouter le dossier dans un cadre formel. Cross, le directeur de Philips, dit qu'il pouvait proposer une séance d'enregistrement test avec un arrangeur, pas un contrat, une séance, pour voir ce que ça donnait avec de vrais moyens. Gainsbourg hocha la tête. C'est un début. Avant que les gens partent, il fit une dernière chose. Il alla chercher Luc dans le couloir et le ramena dans la pièce. Il lui dit devant tout le monde ce qu'il avait entendu dans cette 3e chanson. Il le dit avec précision, pas avec générosité. Il dit exactement ce qui fonctionnait et pourquoi.
Et il dit aussi ce qui ne fonctionnait pas encore, et pourquoi. Il ne lui fit pas de cadeau, il lui dit la vérité. Luc l'écouta sans bouger. Quand Gainsbourg eut terminé, Luc dit merci d'une voix qui ne sonnait pas comme une politesse. Gainsbourg lui tendit une feuille avec son numéro de téléphone, pas celui de son assistant. Le sien. Il dit « Quand Cross t'appellera pour la séance, rappelle-moi après. Je veux savoir comment ça s'est passé. » Puis il remit sa veste, ramassa ses cigarettes et sortit du studio. Le photographe qui travaillait ce soir-là pour un magazine de musique et qui avait été autorisé à documenter une session de travail de Gainsbourg avait passé la soirée dans un coin de la pièce. Il avait pris des photos pendant toute la durée de la réunion. La meilleure, celle qu'il garda pour lui pendant des années avant de la montrer à quelqu'un, montrait Gainsbourg debout contre le mur pendant que Luc jouait. La cigarette, les bras croisés, mais les yeux, et c'est ça que la photo avait capté sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Les yeux avaient une attention absolue. Pas de la bienveillance, pas de la pitié. Quelque chose de plus dur et de plus précis que ça. La façon dont quelqu'un écoute quand il sait exactement ce qu'il entend. La séance avec Philips eut lieu 6 semaines plus tard. Puis, une deuxième. Luc signa un contrat 1 an après cette nuit rue des Dames. Son premier album sortit 18 mois plus tard. Il ne fit pas un carton immédiat. Il se vendit lentement, puis de mieux en mieux. La 3e chanson fut diffusée sur Europe 1 un mardi matin d'automne, et le standard du studio reçut des appels toute la journée pour demander le nom de l'artiste. Gainsbourg ne parla jamais de cette histoire en interview. Il n'était pas du genre à raconter ses bonnes actions. Ce n'était pas par fausse modestie. C'est simplement que ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était la chanson. C'était toujours la chanson. Ce qu'on retient de cette nuit-là, ce n'est pas le geste. Ce n'est pas la réunion improvisée, ni les appels téléphoniques, ni les faveurs qu'il avait fallu activer. Ce qu'on retient, c'est qu'un homme qui aurait pu ne rien faire, qui avait toutes les raisons professionnelles et personnelles de ne pas se mêler de quelque chose qui ne le concernait pas, avait écouté une cassette 7 fois de suite un soir, seul chez lui, et avait décidé que ce qu'il entendait méritait d'exister. Le reste, c'était juste la conséquence de cette décision.